Alors, bonjour et bienvenue à la lecture assistée du chapitre 8. Le chapitre 8 est en fait axé sur la compétence de lecture de plan. C'est d'ailleurs une compétence essentielle que vous devez acquérir au courant de ce cours, mais aussi au courant de toute votre deck en composite. Donc, commençons. Le pourquoi c'est important d'avoir la lecture de plan comme compétence en technique d'ingénierie, c'est qu'elle nous permet d'associer une multitude d'informations à un nombre très limité de mots et de pages. Les plans sont généralement faits par des technologues ou des ingénieurs. Ça dépend, là, il pourrait y avoir certaines exceptions. Il y a plusieurs personnes avec des DEP, des concepteurs qui peuvent en faire aussi. Mais en général, c'est les technologues ou les ingénieurs. Vous allez apprendre justement l'ensemble des subtilités de la mise en plan plus tard dans le programme d'études, là, dans vos cours de conception assistés par ordinateur. Vous allez voir ça avec probablement Yannick ou avec Ricardo. Dans le cadre du cours présent, donc le cours de métrologie, on va apprendre seulement à distinguer les types de plans et aussi à apprendre à les comprendre. On va commencer par définir qu'est-ce qu'on considère comme un plan. Le plan est en fait un dessin technique, aussi appelé dessin industriel. C'est un langage graphique figuratif pour la représentation, la communication technique, la conception et l'analyse systémique de produits mécaniques, électroniques ou mécatroniques. Il est principalement utilisé en génie mécanique, mécanique industrielle, en génie électrique, en génie civil comme en architecture, ainsi qu'en électronique pour la représentation des différentes composantes et de leur structure. On dit donc, dans le fond, qu'un plan, c'est en fait un dessin technique. Aujourd'hui, la majorité des plans sont faits à l'aide de logiciels et de dessins, tels qu'avec SolidWorks ou CATIA, pour nommer ces deux-là, mais à l'époque, c'était fait à la main. Vous pourriez d'ailleurs travailler pour certaines entreprises que si vous faites de la restauration d'avionnefs ou quelque chose comme ça, ben certains dessins sont encore à la main. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite d'ailleurs de les faire à l'ordinateur. Vous allez d'ailleurs apprendre ça à l'école. En ce qui nous concerne, dans le cadre du cours de métrologie, on va se concentrer uniquement sur les dessins du domaine manufacturier. On a nommé un peu plus haut dans la description que ça peut être en électronique, en mécatronique, en génie civil. Bon, évidemment, nous autres, on va appliquer aux matériaux composites et surtout au domaine manufacturier. La première chose à faire quand on reçoit un plan, ben, ça va être d'identifier quel type de plan est-ce qui est devant nous. Les deux principaux sont le plan d'assemblage ou dessin d'ensemble. Le deuxième est le plan de détail, ou appelé dessin de détail ou dessin de définition. Nous, dans le cadre du cours, on va appeler plan d'assemblage et plan de détail. Chapitre 8.1, le plan d'assemblage ou le dessin d'ensemble. Le plan d'assemblage, comme son nom l'indique, ben en fait, c'est un plan qui nous indique comment assembler un produit. Il peut s'agir d'un plan vraiment simple ou d'un plan comportant de nombreuses tâches pour les produits très complexes. Imaginons, si vous faites le dessin d'assemblage d'une voiture au complet, ça ne se résumera pas en une seule et unique page. Ça va être beaucoup de pages parce que c'est un produit complexe. Idem, imaginons une imprimante, une télévision, peu importe, s'il y a beaucoup d'éléments, ça risque d'être assez lourd et beaucoup de pages. On pourrait d'ailleurs avoir des sous-composantes et avoir plusieurs dessins d'assemblage pour un même produit très complexe. C'est souvent d'ailleurs la stratégie qui est apportée. Dans le cadre du cours en composite, on va principalement avoir des dessins relativement simples parce que, bon, évidemment, on montre rien de très compliqué à part la trottinette électrique, mais vous avez pas encore accès d'ailleurs au plan. Alors, imaginons que les plans très simples. Le plan d'assemblage est en fait vraiment facile à reconnaître. On peut voir un exemple d'ailleurs à la prochaine figure. On voit donc un plan d'assemblage du Portal Gun dans Rick et Morty que j'avais fait faire il y a quelques années dans le cours de travaux d'atelier au niveau théorique et pas au niveau pratique. Donc, facile à reconnaître. Pourquoi? Ben, habituellement, on va reconnaître tout de suite, premièrement, le BOM, donc le Bill of Material. On va reconnaître l'identification avec les bulles. Les vues, évidemment, on voit que c'est un ensemble, c'est un assemblage. Dans ce dessin-là, on peut voir qu'il n'y a pas de cote ni de surface de référence. La raison est que c'est un assemblage qu'on dit implicite. Vous vous rappelez peut-être de l'exemple que j'ai fait au chapitre 5 sur le porte-banane. On avait parlé d'assemblage par collage ou d'assemblage implicite. Ceci est un assemblage implicite. C'est tous des éléments filetés, par conséquent, on vient ou du press-fit. Fait qu'on vient l'installer, puis il peut pas aller à une autre place, puis il peut pas aller d'une autre méthode. C'est de cette façon-là qu'il va être monté. Donc, c'est des assemblages implicites. Par conséquent, il n'y a pas de surface de référence ni de cote. Ça aurait pu être pertinent d'ailleurs de mettre des cotes hors tout pour pouvoir estimer rapidement la dimension du produit. Évidemment, comme dans tous les plans de bonne qualité, il va contenir ce qu'on appelle la cartouche. La cartouche est toujours adaptée aux couleurs de l'entreprise. Elle comprend d'ailleurs de nombreuses informations très importantes, telles le titre, le numéro de dessin, la révision, qui est le concepteur, qui a approuvé le dessin, s'il y a des commentaires importants, on peut les mettre là-dedans.
Donc, plusieurs éléments très importants vont être toujours affichés dans la cartouche en bas de page. 8.2, le plan de détail, le dessin de détail ou le dessin de définition. Comme j'ai dit un petit peu plus tôt, nous, on va utiliser le plan de détail, là, c'est pas mal moins compliqué à dire. C'est de loin le plus complexe à faire et à lire par rapport au dessin d'assemblage. Chaque pièce qui va être manufacturée va posséder son propre plan de détail. Donc, on va pas faire un plan de détail pour chaque vis, à moins que ce soit une vis qui va être custom. Si on achète une vis ou on achète un élément, il va souvent avoir un plan qui va être fourni par le manufacturier, mais on n'a pas à faire le dessin de détail pour ça parce que c'est pas nous qui le manufacture. Le plan de détail présente en fait toutes les informations essentielles à la fabrication de la pièce. Tout comme le dessin d'assemblage, le plan de détail va posséder sa cartouche en bas de page. On va donc voir un exemple de dessin de détail à la prochaine figure. C'est donc le corps principal d'ailleurs du Portal Gun. Je voulais m'assurer que justement ça soit pertinent que vous le voyez. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce plan-là? Ben là, on peut voir justement qu'il va y avoir des cotes, des références, des tolérances, la cartouche. Il va y avoir, bref, beaucoup d'éléments. Il est donc beaucoup plus complet que le plan d'assemblage. D'ailleurs, les plans présentés, les deux plans que je viens de présenter vont être en annexe. Donc, si vous voulez vous y référer en plus gros, il n'y a pas de problème, ils sont en annexe un peu plus tard dans le manuel. Donc, 8.3, quelles sont les 6 étapes de la lecture de plan? En fait, lire un plan de détail ou d'assemblage, ça peut sembler complexe, mais c'est pas si compliqué que ça. Il suffit simplement d'appliquer ces 6 étapes pour le lire, mais aussi comprendre ce que le plan vous donne comme information. Évidemment, vous devez avoir préalablement identifié s'il s'agit d'un plan d'assemblage ou un plan de détail avant d'entamer les étapes. Bon, c'est un peu évident, là, mais bon, commençons comme suit. 8.3.1, les vues. Ben, ça semble un peu niaiseux comme étape, mais en fait, c'est super important. Vous devez vraiment regarder attentivement les vues pour comprendre s'il s'agit d'une vue de face, d'une vue de coupe, de profil, une vue de détail, est-ce que c'est une vue isométrique, bref, peu importe. Vous devez analyser et étudier les vues pour être capable de reproduire l'objet dans votre tête. Vous devez être capable d'imaginer de quoi aura l'air l'objet quand il va être fabriqué. On donne ici un exemple à la figure 78 de 3 images, donc 3 vues, une vue du dessus, une vue de profil et une vue de face. Et grâce à ça, on est capable d'imaginer en 3 dimensions de quoi l'objet va avoir l'air. Cette étape-là met vraiment beaucoup à profit votre intelligence spatiale. Vous avez d'ailleurs pratiqué cette compétence-là ou cette intelligence-là dans votre cours de conception d'outillage 1, lorsque vous avez commencé à faire du dessin à la main. C'est absolument crucial en ingénierie d'être capable de passer d'un 2D à un 3D. Ça a l'air un peu évident justement pour les étudiants en génie. Habituellement, l'intelligence spatiale, c'est dans vos forces. Par contre, si on regarde, mettons, les autres étudiants ou étudiantes dans d'autres départements, ils ont leurs forces et leurs faiblesses aussi, mais habituellement, les élèves qui vont être, par exemple, dans un profil plus en relette aussi ou ça, l'intelligence spatiale, ça va être un petit peu moins leur fort. Donc, eux autres, passer d'une vue 2D à une vue 3D peut être plus complexe. Habituellement, comme je dis, c'est censé être dans vos forces dans le cadre de votre deck. En regardant attentivement les vues, on peut déduire justement beaucoup d'informations essentielles, telles comme le nombre de pièces, où est-ce qu'elles sont placées dans l'assemblage, comment elles sont assemblées, ça c'est très important. La complexité générale du produit, exemple, on voit qu'on a un produit à 8000 pièces, on se doute que c'est un produit plutôt complexe par rapport à un produit à 4 ou 5 pièces, t'sais. Donc, il y a quand même beaucoup de détails que vous êtes capable de tirer avec simplement juste les vues. 8.3.2, l'échelle et l'unité. La deuxième étape qu'on va faire dans l'analyse d'un plan, c'est de regarder l'échelle et les unités utilisées. C'est une étape qui est cruciale parce qu'elle va nous indiquer la dimension générale du produit. Évidemment, la grosseur, ça a un lien direct avec la complexité et les tolérances. Si un produit est très petit, il risque d'avoir des tolérances plus serrées que si le produit est gros. Imaginons par exemple qu'on veut atteindre une planéité de 0.1 mm sur un bloc usiné, comme vous avez fait d'ailleurs dans le cours de travaux d'atelier, et c'est pas si difficile que ça. Sauf que si je applique la même tolérance, donc 0.1, sur un plancher d'un étage au complet, donc imaginons le bloc F, je peux vous garantir que la planéité n'est pas à 0.1, ben ça va être absolument très difficile ou quasi impensable, là. Donc, avoir une idée de la grosseur du produit va influencer tout de suite le concept de tolérance. Habituellement, vous allez trouver les unités utilisées et l'échelle dans la cartouche du plan. On peut aussi les trouver dans les notes générales, là. Voici deux exemples qui présentent les unités en rouge et l'échelle en mauve. Donc, regardons la figure 79. On peut voir ici dans le premier exemple que c'est en haut à gauche, dans les notes particulières, les dimensions sont en pouces et en millimètres, et l'échelle va être en mauve, ici on peut voir en bas à droite. Dans le deuxième exemple, c'est une autre cartouche qu'on peut voir. Il n'y a pas l'échelle, elle n'est pas présentée, mais on voit que les unités ont leur propre case qui sont en pouces. Une fois que vous connaissez justement l'échelle et les unités, il suffit simplement de regarder les codes pour vous donner une idée visuelle de la dimension du produit.
Est-ce que mon produit est petit? Est-ce que mon produit est gros? OK, c'est de telle envergure. Tu sais, c'est quand même très important au niveau de la visualisation. 8.3.3, les matériaux. Ça, c'est de loin ma partie préférée. Maintenant, on sait à quoi qui ressemble notre produit et quelle est sa dimension générale. Ben, il faut savoir de comment c'est fait. Cette information-là est absolument cruciale et va nous permettre de déduire tellement d'informations comme, exemple, la méthode de fabrication, la masse, les outils à privilégier, l'outillage utilisé, les tolérances qu'on devrait retrouver, le prix. Bref, tellement d'informations sont déduites avec quelques mots très simples qui est en fait le matériau. D'ailleurs, habituellement, les jeunes en matériaux composites, une fois que vous allez avoir acquis un peu d'expérience, c'est là que vous allez être très fort. C'est là que vous allez être capable de déterminer tellement d'informations avec juste le matériau parce que vous allez être des spécialistes en matériaux. Habituellement, on consigne les matériaux justement dans la cartouche ou dans les notes générales du plan. En général, c'est dans la cartouche. Pour vous donner un bon exemple, on va supposer qu'on fabrique un produit. On va voir le produit suivant qui est à la figure 80 et on va imaginer qu'on le fabrique de 3 méthodes différentes. Donc, c'est un petit manche que j'ai fait faire d'ailleurs en travaux d'atelier il y a 1 an ou 2 peut-être. Et voici les dimensions générales. Donc, on voit que c'est un tube. La longueur est d'environ 85,5 mm, le diamètre de 31 mm et le diamètre intérieur de presque 25. On peut voir ici qu'il y a du filetage, des trous, une rainure, puis que c'est un tube. Allons-y avec le premier cas de figure qui est le cas qu'on va appeler le cas de référence. Le premier cas va donc être un produit en aluminium. Ben, l'aluminium, qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est un métal qui est léger, c'est résistant, c'est facile à usiner. On sait donc que ça va être usiné facilement et probablement sur un tour conventionnel si on a une petite cadence ou un tour numérique si on a une haute cadence. On sait qu'on va utiliser des outils en acier rapide, qui est donc peu ou pas dispendieux. On sait aussi qu'il existe probablement un brut standard très similaire, ce qui raccourcit de façon drastique le temps d'usinage. Ça va donc réduire le coût aussi. On sait que la matière est relativement dispendieuse. L'aluminium, ce n'est pas donné là, par rapport à, mettons, l'acier qui est peu dispendieux. Là. Fait qu'on sait que le prix va augmenter parce que la matière est plus chère, mais le fait qu'il est facilement usinable, ça va diminuer le prix. Si on calcule le volume de la pièce, on peut estimer que la masse de ce produit-là va être d'environ 62 grammes. Le premier cas de figure, comme je dis, va donc être le cas référence. Maintenant, imaginons juste qu'on fait le même produit, mais en acier. Ben, l'acier, c'est quoi? Ben, c'est un métal qui est très rigide, très accessible, donc vous êtes capable d'en trouver littéralement partout, et ça coûte pas cher. Sauf que l'acier, c'est un métal qui est très très dur, c'est donc très difficile à usiner. On peut aussi l'usiner sur un tour conventionnel avec une petite cadence ou un tour numérique si on a une haute cadence de production. On va avoir besoin d'outils pas en acier rapide, c'est difficile, ça se fait, mais c'est difficile d'usiner en acier rapide. Il faut donc prendre des outils avec des plaquettes au carbure. Ces outils-là sont donc beaucoup plus dispendieux que les outils de base d'acier rapide. De plus, les vitesses de coupe sont beaucoup plus lentes que celles de l'aluminium. On va à peu près 3 fois moins rapidement. Ça veut dire que le temps d'usinage va donc être beaucoup plus long que celui de l'aluminium, ce qui va donc augmenter le coût. Bon, un autre avantage, par exemple, d'utiliser de l'acier, c'est comme l'aluminium, il existe probablement un brut très près du produit final, ce qui va au moins réduire un petit peu notre temps de travail. Si on fait le calcul, la masse estimée du produit va donc être à 183 grammes. C'est donc 3 fois plus lourd que la pièce en aluminium. En plus, une autre affaire qui est un peu déplaisante avec l'acier, c'est que c'est facilement affecté par l'environnement dans lequel il se trouve. Il risque donc de rouiller rapidement s'il est exposé à l'humidité. Si on veut justement prévenir ça, ben, il va falloir donc réfléchir que le produit va donc nécessiter soit un traitement thermique, un traitement chimique ou un traitement physique pour améliorer la durabilité du produit à long terme. En ce sens-là, c'est le même produit, c'est la même dimension, c'est les mêmes tolérances, mais le fait qu'il soit fait en acier et non en aluminium, ça va nous obliger à avoir un produit qui va être beaucoup plus dispendieux, qui va être plus lourd, mais au niveau mécanique, va être beaucoup plus intéressant que l'aluminium. Imaginons finalement un troisième cas de figure. On veut fabriquer ce produit-là, mais en fibre de carbone et en époxy. On sait que cette combinaison-là de composites nous offre les mêmes performances mécaniques que l'acier avec la fraction de la masse. En effet, si on estime la masse, on devrait avoir environ 34 grammes. Donc 6 fois moins lourd que l'acier, 2 fois moins lourd que l'aluminium pour les mêmes performances mécaniques que l'acier. C'est donc quelque chose qui peut être vraiment très intéressant. Sauf que le problème, c'est que la mise en fabrication du produit est tellement plus complexe que si on utilise des matériaux conventionnels comme l'aluminium et l'acier. C'est difficile de trouver des bruts en composite standard, c'est peu ou pas trouvable en fait, là. Ça existe, c'est juste certaines compagnies aux États-Unis en font, vous êtes capable d'en trouver, en faire importer, mais c'est rare qu'on utilise des bruts standards. On va donc devoir faire une pièce creuse. Puis comment on fait des pièces creuses? Ben, il y a deux types, soit on le fait par enroulement filamentaire ou par vessie gonflable. Si on veut un beau fini de surface, habituellement, on va pas prendre l'enroulement filamentaire, mais la vessie gonflable.
Donc, en ce sens, il va y avoir de l'outillage, des moules qui vont être en jeu, ce qui va augmenter le coût de façon drastique. C'est donc vraiment difficile de faire quelques copies. Si, mettons, exemple, je vais faire 10 pièces, ça va pas être rentable de faire ça parce que l'outillage va me coûter plusieurs milliers de dollars. Puis si je veux faire 10 pièces, ben, ça va donc avoir un prix astronomique. Il faut donc beaucoup de pièces pour amortir le prix de l'outillage qui peut s'avérer justement très dispendieux. Le problème avec les composites, c'est aussi qu'ils offrent peu de flexibilité au niveau du changement de design à cause de l'outillage. Justement, mettons, on veut faire exactement ce produit-là, puis finalement, on dira, ah ouais, finalement, je le prendrais peut-être un petit peu plus gros, le diamètre extérieur. Ben là, t'es fourré, il faut absolument que tu ailles un nouveau set de moules qui coûte encore une beurrée. Fait que ça nous offre pas beaucoup de flexibilité. En plus, on a vu que le produit comportait du perçage, du filetage, de la fabrication de rainures. Bref, ça va devoir être usiné. On sait qu'usiner aussi du composite, c'est pas une tâche facile. Il faut utiliser des outils spécialisés au carbure ou au diamant sur des machines qui sont conçues pour cet objectif et que les opérateurs portent des EPI, équipements de protection individuelle supplémentaires, pour le protéger des poussières. Finalement, la finition sur les pièces en composite, c'est pas facile non plus parce que le matériau a tendance à faire des petites pluches, là, donc à s'effilocher. Vous le savez, vous en avez usiné dans le cours de travaux. Bref, finalement, le même produit, qui est très performant mécaniquement et très léger, va être tellement plus dispendieux que s'il était fait en aluminium. En conclusion, on peut donc voir que changer une seule information, donc le matériau, sur le plan a eu des répercussions énormes sur la façon de regarder notre produit. Il affecte les méthodes de fabrication, la flexibilité du design, le prix, l'outillage, la machinerie, les équipements, name it, là, les performances mécaniques, la masse, bref, tellement d'affaires. Bref, lire le matériau sur le plan est donc essentiel à comprendre complètement toutes les implications que le plan nous donne. 8.3.4, les tolérances. Ben évidemment, il est impossible de lire un plan sans s'attarder aux tolérances exigées. C'est de loin une des étapes les plus critiques et l'une des plus importantes. C'est cette étape-là qui demande le plus de connaissances techniques et le plus d'expérience pour juger de sa pertinence. Autrement dit, savoir user du gros bon sens. Les tolérances demandées nous permettent principalement de quoi? Ben, d'évaluer finalement la qualité du produit. On rappelle qu'une tolérance, c'est ce qu'on accepte comme écart par rapport au nominal, donc ce qu'on accepte comme non-conformité. Pour plus de détails, je vous réfère toujours au chapitre 4 qui est très détaillé là, par rapport aux tolérances. Je veux juste ajouter que finalement, chaque matériau et leur méthode de fabrication ont leur propre tolérance type. Fait que si, par exemple, on travaille avec une CNC qui usine des métaux, ça va être facile d'atteindre une tolérance de 5 millièmes de pouce, alors que pour la même CNC ou une CNC de même qualité, atteindre 10 millièmes sur une pièce en composite haute performance, c'est très difficile. C'est très difficile notamment à cause de la porosité du matériau, la flexibilité de la pièce, les fraises utilisées, qualité de la mise en fabrication et tellement d'autres facteurs à considérer lorsqu'on établit une tolérance. D'ailleurs, de nombreuses personnes dans ce domaine-là manquent un peu de compétences techniques et pratiques par rapport aux composites. Ils ont donc de la misère à établir des tolérances qui sont appropriées pour nos matériaux. Donc, c'est pour ça que je disais que ça demande quand même du gros bon sens pour évaluer de la tolérance rapidement lors d'une lecture de plan. On trouve généralement toujours les tolérances en cartouche. On parle des tolérances générales. Si vous avez des tolérances spécifiques, elles vont être affichées à côté de la cote que vous voulez une tolérance spécifique. Là, j'ai parlé principalement des matériaux qui sont influencés par les tolérances, mais aussi des outils qu'on va utiliser. Évidemment, plus les outils et la machinerie sont de qualité, bien plus que c'est facile de produire des produits avec des tolérances serrées. Il faut aussi considérer un contrôle qualité plus serré si j'ai une tolérance plus serrée. Il va falloir des meilleurs outils métrologiques, des trucs plus précis et finalement plein d'autres facteurs lorsqu'on va évaluer la faisabilité d'une tolérance sur un plan. 8.3.5, les références. Ben, la compréhension des références sur un plan est aussi essentielle que la lecture de celui-ci. La lecture des références nous permet quoi? Ben, de déduire les méthodes de fabrication, les méthodes d'inspection, les méthodes d'assemblage, mais surtout, ça nous permet de comprendre ce qui est réellement important pour le demandeur de la pièce. Il faut donc se rappeler que les références sont supposées être parfaites. Il faut donc porter une attention particulière lors de la création de celle-ci, donc soit l'usinage, le moulage, le ci, le ça. Il faut se rappeler que c'est une surface de référence. On a bien couvert quand même le sujet là, dans le chapitre 5 du manuel, fait que je vous y réfère si vous avez besoin de plus de détails ou de vous rappeler la mémoire quelque peu. Évidemment, ben, les références sont souvent identifiées dans un système de boîte lié avec l'espèce de petite flèche. Là, on peut voir un exemple d'ailleurs à la figure 81 d'une référence primaire dans un plan. 8.3.6, les détails. Ben, finalement, la dernière étape d'une lecture de plan est en fait les détails qui vont être laissés par le concepteur. Ces détails semblent plutôt banaux, mais ils sont vraiment cruciaux pour comprendre de nombreux éléments qu'un produit peut être assujetti.
c'est quoi les détails? Qu'est-ce que ça peut être? Ben, il y a tellement d'affaires. Ça peut être justement la méthode de cotation, les notes générales. Est-ce que le produit fait exigence de certaines normes? Est-ce qu'on prend un outil particulier? Est-ce qu'on a un commentaire quelconque? On a-tu un détail particulier? Bref, ça peut être tellement de choses, les détails. Donc, c'est la dernière étape pour bien comprendre un plan. Bref, toutes les informations qui vont être jugées pertinentes par le concepteur vont donc être des détails à étudier à la fin de la lecture de plan pour assurer la complète compréhension. Vous pouvez regarder à la figure 82, j'ai mis quelques exemples. Là. Ici, mettons en haut à gauche, ben, méthode de fabrication, on impose l'impression 3D. Ici, un autre commentaire, section 10 mm doit être fileté à l'aide d'une filière et d'un tourne à gauche. Donc, on ne doit pas fileter sur tour. On peut voir aussi d'autres notes générales, donc briser les arêtes vives. Aussi, un outil à préconiser, prendre le même alaisoir que la dernière fois. À droite, j'ai mis justement un plan là, qui fait très typiquement aéronautique. Donc, voir tel type de dessin pour plus de détails. Ici, on réfère à des affaires, il y a des légendes. Par conséquent, c'est des détails qui ont été ajoutés par le concepteur pour nous donner plus d'informations par rapport à la fabrication du produit. Chapitre 8.4, le retour sur la lecture de plan. Ben, enfin bref, on a vu que la lecture de plans, c'est une compétence qui est vraiment importante à maîtriser dans le domaine de l'ingénierie. Les plans nous permettent de passer un nombre important d'informations avec un nombre très limité de caractères. Nous avons aussi vu que les plans manufacturiers sont principalement soit des plans d'assemblage ou des plans de détail. Ils sont facilement lisibles en 6 étapes qui nous permettent de figurer non seulement à quoi va ressembler la pièce, mais littéralement comment elle sera fabriquée avec quel outil et la qualité qui va en découler. C'est ce qui conclut d'ailleurs notre chapitre 8. J'espère que vous avez apprécié et appris beaucoup d'informations par rapport à la lecture de plan. Et on se revoit à la lecture assistée du chapitre 9.